Imaginez un nombre très grand. Non, je veux dire vraiment très grand. Allez, un petit effort encore plus grand que ça. Bon, vous n'avez pas l'air de vouloir aller plus loin, donc je vais vous aider en vous montrant comment des arbres vont vous permettre de penser bien plus grand. On va parler de la fonction tri. Bon alors déjà, ce que j'appelle un arbre n'est pas du tout ce végétal que l'on connaît tous, c'est un objet très important en théorie des graphes. Pour comprendre ce que c'est, il est intéressant d'en construire tout simplement un, et on va plus spécifiquement faire un arbre enraciné. Pour ce faire, on va poser une sorte de graine que l'on appelle sommet et qui va devenir la racine de notre arbre. Tout arbre enraciné admet une telle racine. Ensuite, on va mettre ce que l'on appelle des arêtes, qui sont comme des branches partantes de notre graine de départ, allant jusqu'à d'autres sommets. On peut rajouter des sommets à l'extrémité de ces sommets et on peut itérer de la sorte autant de fois que l'on veut. Par contre, on va absolument éviter de faire des cycles, c'est-à-dire de relier les sommets entre eux, de sorte à ce qu'on puisse partir d'un sommet et y revenir sans avoir fait demi-tour. On n'a pas le droit d'avoir cet arbre-là par exemple. On peut partir d'un des sommets et y revenir sans avoir fait demi-tour. Là, on vient de construire un arbre avec un seul type de graines, mais on peut en construire avec différents types de graines, différents sommets. Pour modéliser ces différents types, on peut les numéroter ou les colorier. On peut donc construire un arbre en rajoutant des graines de la couleur que l'on veut. Ça, c'est un arbre avec 3 types de graines par exemple, bleu, rouge et vert. Maintenant que nous savons ce qu'est un arbre enraciné, voyons la deuxième notion importante qui possède un nom un petit peu effrayant, les arbres plongeables de manière homéomorphe. Pour comprendre ce qu'est un tel arbre, il faut d'abord comprendre un concept assez important, les applications injectives. Ces deux mots font peur, mais les notions sont finalement assez simples. Pour commencer, on va définir ce qu'est une application. On prend un ensemble de départ qui contient ce qu'on veut, des nombres, des lettres, des objets, etc. Et à chaque élément de cet ensemble de départ, on associe une unique information, une valeur ou n'importe quelle autre chose. Ce qu'on appelle application est donc la relation qui relie l'ensemble des départs à l'ensemble d'arrivées. Ici, j'ai par exemple associé à chaque lettre de mon ensemble de départ la lettre qui la suit dans l'alphabet. Pour que ce soit plus pratique, on donne des noms à nos applications. Ici, je peux l'appeler F et je peux dire que F de B, c'est C, F de V, c'est W, etc. Cette notion est vraiment centrale dès qu'on veut faire un peu de maths après le lycée. Autre exemple, le fait de relier chaque élève d'une classe à sa date de naissance est une application. L'ensemble de départ est l'ensemble des élèves de la classe et à chaque élève, on y associe leur unique date de naissance. Ça peut tout aussi bien être le prix des objets que vend un magasin. À chaque objet est associé un unique prix. Bon, nous on veut s'intéresser particulièrement à des applications dites injectives. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on prend une application, il est possible qu'à chacun des éléments soit associée une information différente. Et une telle application est dite injective. Par exemple, si tous les élèves d'une classe sont nés un jour différent, alors l'application qui à chaque élève associe sa date de naissance est injective. C'est le cas avec notre exemple à 4 élèves. Un autre exemple serait l'application qui à chaque objet d'un magasin y associe son prix. Si aucun objet n'a le même prix, l'application est injective. Par contre, si je prends l'application qui, pour chaque élève, dit s'il est un garçon ou une fille, il y a très peu de chances qu'elle soit injective. Avec nos 4 élèves de tout à l'heure, ce n'est pas le cas, il y a plusieurs garçons. Bon, maintenant on sait à peu près ce que c'est une application injective, retournons à la notion d'arbre plongeable de manière homéomorphe. Dans la suite, on dira juste plongeable, ça sera plus pratique. Si on prend deux arbres A et B, on dit que A est plongeable dans B s'il existe une application injective que l'on peut appeler F, qui à chaque sommet de A associe un sommet de B et qui respecte deux conditions bien spéciales. Premièrement, si je prends un sommet S au hasard dans A, il faut que S et F de S aient la même couleur. Cela revient à dire qu'à chaque sommet de A est associé un sommet de la même couleur de B. Deuxièmement, si on prend deux sommets S1 et S2 dans mon arbre A, leur plus proche ancêtre commun doit être de la même couleur que le plus proche ancêtre commun de FS1 et FS2. Par exemple, ici les sommets S1 et S2 ont un sommet bleu comme ancêtre commun. La condition est bien respectée parce que le plus proche ancêtre commun de FS1 et FS2 est bleu. Si la racine de A avait été verte, la condition n'aurait pas été respectée. S'il existe donc une application injective qui respecte ces deux conditions, on peut dire que A est plongeable dans B. Intuitivement, on peut retrouver l'arbre A dans l'arbre B en fait. On peut grosso modo le voir apparaître dans l'arbre B quoi. Bon, on sait construire tout un tas d'arbres maintenant, c'est cool, mais une forêt c'est encore mieux. Par contre, on ne va pas faire n'importe quoi non plus.
On va être obligé de construire un arbre à la fois, l'un après l'autre, et de respecter une petite condition qui est le nème arbre contient au maximum n sommets. On peut donc commencer par cet arbre, qui ne contient qu'une racine, puisqu'il n'a le droit d'avoir qu'un seul sommet, puis par celui-ci, et enchaîner avec un troisième, mais le quatrième arbre ne peut pas être celui-ci par exemple, il y a 5 sommets. Mais il peut être celui-ci, il y a 3 sommets, ce qui est bien inférieur ou égal à 4. On va aussi imposer que pour le nème arbre, aucun des précédents n'est plongeable dans celui-ci. Si on commence notre forêt avec ces 4 arbres, le cinquième ne peut pas être celui-ci, puisque le deuxième est plongeable dedans. Si jamais la dernière condition n'est pas respectée, la forêt brûle et tout est foutu. Mais on n'a qu'un nombre fini de graines différentes pour créer notre forêt, et forcément, on aimerait qu'elle soit la plus grande possible. Et là se pose donc la question, est-ce qu'il est possible de prendre un nombre de graines tel que l'on puisse créer une forêt avec autant d'arbres que l'on veut? Essayons avec une seule graine par exemple. On n'a pas le choix pour le premier, on met une graine. Pour le deuxième, on a le choix entre le même que le premier et celui-là. Dans tous les cas, le premier est plongeable dans le deuxième, donc notre forêt ne peut comporter qu'un arbre au maximum. On peut donc dire que tri de 1 égale 1. On appelle en effet l'application tri pour arbre en anglais, l'application qui a un nombre de graines différentes, associe la taille maximale de la forêt faisable en suivant les règles que l'on a définies au début. Donc, de manière générale, on appelle tri de n la taille maximale de la plus grande forêt faisable avec n graines différentes. Si on prend 2 graines, pour le premier, on a le choix de la couleur. Prenons le rouge. Pour le deuxième, on a le choix entre tout cela. Or, seuls les deux qui ne contiennent pas de rouge conviennent. Si on décide de prendre le premier, on se retrouve un peu dans le même cas que précédemment et on est obligé d'arrêter ici. Si on prend l'autre, celui avec les 2 sommets bleus, on peut continuer avec celui-ci, mais on est déjà obligé de s'arrêter. On ne peut donc faire qu'une forêt à 3 arbres avec 2 graines. Donc tri de 2 égale 3. Si on prend 3 graines, cependant, on peut avoir l'impression que l'on peut continuer sans fin. Je vous laisse essayer si vous avez beaucoup de temps à perdre. Cependant, c'est ici que le théorème de Kruskal vient torpiller tous nos espoirs. La taille maximale que peut avoir la forêt avec 3 graines est finie. Ce n'est pas pour autant que cette forêt sera aussi petite que les 2 premières. Souvenez-vous ce que je vous ai demandé au début de la vidéo. Pourquoi est-ce que je vous ai dit que vous pensiez forcément trop petit? Eh bien, je vous assure que même si l'humanité tout entière s'y mettait pendant des milliers d'années, on pourrait toujours agrandir la forêt. Le voilà notre énorme nombre, tri 3. Tri 3 est bien plus grand que tout ce que peut concevoir l'humanité. Bien plus grand que le plus grand des nombres auxquels vous avez déjà pensé et auxquels vous ne penserez jamais. Pour comprendre à quel point tri 3 est grand, dites-vous que même avec des milliards et des milliards et des milliards de chiffres sur chaque atome de l'univers, on serait bien loin, mais alors bien loin, de pouvoir écrire tri 3 en écriture décimale. Et là vous vous posez sans doute une question bien légitime, qu'en est-il de tri 4? Eh bien, l'écart entre tri 3 et tri 4 est stratosphérique par rapport à celui entre tri 2 et tri 3, qui est déjà inconcevable pour un humain. C'est-à-dire que tri 3, un nombre qui pour nous est déjà inconcevable et astronomiquement grand, est ridiculement petit devant tri 4. Et pour tri 5, pareil, tri 4 est minuscule devant, et ainsi continue la fonction tri. Même si la taille de la forêt augmente de manière toujours plus absurde en augmentant le nombre de graines, le théorème de Kruskal vient à chaque fois torpiller nos rêves de forêt infinie, puisque tri n est toujours fini, et ce, pour n'importe quelle valeur de n. Il existe aussi une version un peu différente de ce problème, que l'on désigne par tri, oui, avec des petites lettres, et qui donne le nombre maximum d'arbres dans une forêt un peu différente. Petit tri de K désigne la taille maximale que peut avoir une forêt unicolore, pour laquelle le nème arbre possède au maximum n plus k sommets, la forêt brûlant dès qu'un arbre est plongeable dans un arbre venant après lui. Par exemple, tri 2 vaut 5. Cette fonction est aussi désignée par la version faible de tri, puisqu'elle grandit bien moins vite que tri. En fait, la très grande majorité des suites avec une forme assez classique, usuelle, grandit moins vite que tri. Que ce soit une fonction puissance, exponentielle, factorielle de puissance d'exponentielle de factorielle, tout ça grandit beaucoup, mais alors beaucoup moins vite que tri. J'aurai peut-être l'occasion de parler de la hiérarchie de croissance rapide un jour, qui classe les fonctions par la vitesse de leur croissance, mais même dans toute cette hiérarchie, tri est définitivement hors de celle-ci puisqu'elle grandit bien plus vite que tout ce que l'on peut concevoir. Bon, il faut se rendre compte qu'avec un problème assez basique, totalement compréhensible par un humain, celui de construire une forêt avec les règles énoncées peut mener à la création d'un nombre totalement inconcevable pour les humains. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que malgré notre incapacité à concevoir ces nombres, on a quand même réussi à montrer qu'ils étaient finis. J'aimerais bien vous parler du théorème de Kruskal un peu plus en détail, mais la vidéo va devenir longue et le faire ne sera pas facile pour le moment.
Je vous mets aussi d'autres liens en description si vous voulez approfondir ou avoir un autre point de vue sur ce problème et sur cette suite qui prend des valeurs gigantesques. Sur ce, à la prochaine!